Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. La Banque mondiale accorde un prêt de 30 millions de dollars au Cap-Vert. Objectif affiché, soutenir une reprise durable post-Covid-19. Les violences intercommunautaires perpétrées ces derniers jours à Kousséri dans l'extrême nord du Cameroun ont engendré la fuite de plus de 30 000 personnes vers le Tchad voisin. Au cœur de ce conflit, la gestion et l'utilisation de l'eau. Et la 12e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan, Massa, prévue en mars 2022, a été officiellement lancée le 8 décembre. Les préparatifs s'activent autour de cet événement qui mettra en valeur l'industrialisation des arts du spectacle pendant une semaine. Mais tout d'abord, le Burkina Faso a un nouveau Premier ministre, le docteur Lassina Zerbo, physicien de formation et haut fonctionnaire onusien, a été nommé ce vendredi 10 décembre par le président Roch Marc Christian Kaboré. Il remplace donc Christophe Joseph-Marie Dabiré, qui occupait ce poste depuis 2019 et qui a été démis de ses fonctions le 8 décembre. Également dans l'actualité au Kenya, l'opposant Raila Odinga va de nouveau prétendre à la magistrature suprême. L'opposant historique a officialisé le 10 décembre sa candidature à l'élection présidentielle prévue en août 2022 au Kenya. Il s'agira donc de sa 5e tentative, notons que l'élection de 2022 ne connaîtra pas la participation du président sortant, Uhuru Kenyatta, qui arrive au terme de son second et dernier mandat. Le Rwanda et la Chine ont franchi une nouvelle étape dans leur coopération bilatérale. Les deux pays ont signé un accord sur la suppression de la double imposition. Cette nouvelle disposition devrait notamment permettre de lutter contre l'évasion fiscale. Le point avec Marie-Raphaël Antolo. Le Rwanda signe avec la Chine un accord sur l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et la prévention de l'évasion fiscale. Selon les clauses de l'accord, ce consentement permettra de réduire efficacement la charge fiscale des contribuables investissant dans l'un ou l'autre pays. En analysant les accords entre le Rwanda et la Chine sur la levée de la double imposition, apparemment c'est un accord qui vise à faciliter les investisseurs chinois qui viennent faire les affaires au Rwanda. En pratique, ce qui existait avant, c'est que chaque investisseur qui vient au Rwanda, après avoir opéré, fait l'exercice fiscal, il déclare, il paye ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu. Selon les autorités locales, les possibilités de fraude et d'évasion fiscale s'accroissent avec la décentralisation des impôts. Elle est également causée par la négligence de certains contribuables. Ainsi, avec ce partenariat, les autorités rwandaises espèrent pouvoir améliorer les capacités de l'administration fiscale et renforcer le système de prévention de la fraude et de l'évasion fiscale. À mon avis, ça c'est un accord qui peut promouvoir les investissements étrangers de la Chine vers le Rwanda. Mais dans le long terme, je pense qu'il faudra revoir ces accords parce qu'à un certain niveau, il y a perte des taxes parce qu'il y a les privilèges qui sont donnés aux Chinois par rapport à d'autres investisseurs étrangers. D'après le ministre rwandais des Finances et de la Planification économique, le pays est prêt à se donner la main et à travailler avec la Chine pour approfondir davantage la coopération pratique en matière fiscale. Ceci en vue de promouvoir le développement des relations économiques et commerciales bilatérales entre les deux États. La Banque mondiale a annoncé le 7 décembre l'octroi d'un prêt de 30 millions de dollars au Cap-Vert. Ce financement doit permettre de renforcer les politiques post-Covid et notamment le système de protection sociale. Les explications de Mildred Diamou.
30 millions de dollars pour soutenir la relance post-Covid-19 du Cap-Vert. Les fonds issus de la Banque mondiale devraient aider à renforcer les programmes de réforme du Cap-Vert et à parvenir à une reprise durable, équitable et plus verte, alors que le pays se remet de la plus grande contraction économique de son histoire et poursuit actuellement sa stratégie de relance Vision 2030. Le fait qu'il y ait 30 millions de dollars pour soutenir la relance post-Covid, ce serait une bonne chose. Ce sera un apport significatif pour essayer d'aider la population la plus vulnérable à s'en sortir et puis à remettre justement l'économie en marche pour que le Cap-Vert soit beaucoup plus vigilant sur certains éléments de son économie. Selon la Banque mondiale, ce financement soutiendra des actions de politique publique au Cap-Vert afin de jeter les bases d'une véritable reprise économique qui passe par la réduction des risques budgétaires et l'amélioration du service de la dette. L'appui vise également à renforcer la résilience des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes, et promouvoir la relance du secteur privé. Ce sera un apport significatif pour essayer de soutenir la relance de certains secteurs et puis surtout aider les femmes qui sont très entreprenantes d'ailleurs dans toute l'Afrique et aussi dans les îles du Cap-Vert à avoir des moyens de subsistance pour leurs petits commerces et leurs petites entreprises. Parce que les femmes à travers l'Afrique doivent être aidées parce que c'est elles justement le moteur du développement de l'Afrique. Le soutien de la Banque mondiale va ainsi renforcer le système de protection sociale du Cap-Vert en vue de permettre une réponse plus efficace aux chocs futurs. Précisons que le Cap-Vert a enregistré une récession économique historique de 14,8% en 2020. La dette publique a dépassé 150% du produit intérieur brut et le tourisme, principal moteur de l'économie, a connu une nouvelle réduction de 60%, chiffres officiels. La 5e édition des journées scientifiques du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, s'est tenue du 6 au 8 décembre à Dakar. Ce rendez-vous axé sur la recherche scientifique a notamment permis de se pencher sur le développement de l'industrie pharmaceutique locale, à l'heure où l'Afrique importe plus de 80% de ses médicaments. Plus de détails avec Siamlo Victoria Sechi. Si la pharmacopée traditionnelle fait office de premier recours médical en Afrique, le secteur reste plongé dans l'informel et le continent, qui est le moins avancé dans la recherche, ne peut en tirer parti. L'atelier de validation sectorielle des rapports par programme thématique de recherche PTR, initié par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur le 8 décembre, a mis en avant des travaux de recherche portant sur les plantes, ainsi que leurs opportunités. Aphramomum prunosion, qui est une plante utilisée dans la médecine traditionnelle camerounaise. Cette plante a déjà prouvé son effet dans le traitement de plusieurs maladies. Cet extrait de plante pouvait être utilisé comme source de médicaments dans le traitement des maladies cardiovasculaires. Le programme Médecine et pharmacopée traditionnelles africaines est le premier des 12 programmes thématiques de recherche du CAMES. Lancé en 1974, il vise à soutenir, valoriser l'innovation, renforcer les capacités. Il sert désormais de cadre d'animation et de partage des résultats de la recherche. L'atelier ici, c'est sur la pharmacopée et la médecine traditionnelle. Donc tous les travaux qui vont dans le sens de la valorisation de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle et comment le mettre en lien en termes de valorisation, de capitalisation, de mutualisation des ressources pour que la pharmacopée puisse contribuer à la mise au point de médicaments et accroître la couverture sanitaire en Afrique. Grâce aux différentes initiatives visant à en optimiser les ressources, le CAMES entend contribuer activement au développement d'une véritable industrie pharmaceutique locale, structurée, compétitive et rentable. Le climat de tension qui prévaut depuis bientôt une semaine à l'extrême nord du Cameroun inquiète. Plus de 30 000 Camerounais se sont réfugiés au Tchad voisin pour fuir les violences intercommunautaires. Ces violences seraient liées à un conflit entre bergers, pêcheurs et fermiers concernant la gestion de l'eau. Les précisions de Roberto Bogbe. Des corps sans vie jonchant le sol, des habitations et le marché en flammes, des populations fuyant par milliers. Voilà le visage que présente Kousséri, une ville de l'extrême nord du Cameroun.
Pour échapper à ces violences intercommunautaires qui ne cessent de se multiplier, plus de 30 000 personnes ont dû trouver refuge dans les localités tchadiennes d'Ondouma et de Ngama Kotoko. Une urgence humanitaire est provoquée au Tchad par les conflits intercommunautaires qui sévissent au Cameroun et au Soudan, deux pays voisins immédiats de notre pays. Ces récents conflits ont engendré la fuite du Cameroun de plus de 30 000 personnes. Je tiens en outre à appeler la communauté internationale à agir promptement pour fournir l'assistance nécessaire à ces nouveaux réfugiés. Ces violences, survenues ce 8 décembre, font suite à plusieurs autres enregistrées des semaines plus tôt. En cause, la mésentente entre Mousgoum et Arabe Shoah, deux communautés que l'accès à la terre, à l'eau et au pâturage opposent. Les tentatives de médiation de l'élite locale se sont avérées insuffisantes pour stopper cette situation que les autorités peinent à résoudre. Les gens continuent par quitter leur lieu en masse pour revenir ici, se réfugier ici en Niamey. Ça nous inquiète parce que hier, les gens ont passé à l'air libre la nuit et puis ils n'ont rien à boire ni à manger. Ils dormaient sans moustiquaire, donc ça crée un problème. Ces violences intercommunautaires viennent aggraver la situation sécuritaire dans un bassin du lac Tchad déjà en proie au terrorisme. Le Tchad, en plus des déplacés du Cameroun, voit affluer sur son sol ceux en provenance du Soudan où des affrontements du même type ont causé le 6 novembre le décès d'environ 90 personnes. Le marché des arts et du spectacle Massa a officiellement été lancé le 8 décembre à Abidjan en Côte d'Ivoire. La cérémonie de lancement a vu la participation de plusieurs artistes et officiels ivoiriens, de quoi donner un avant-goût de cette biennale qui doit se tenir du 5 au 12 mars 2022. Plus de détails avec Ange Doménio. C'est sur ces mots que je voudrais déclarer, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement Hachi Patrick, lancer la 12e édition du Massa, notamment du marché des arts et spectacles d'Abidjan. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan peut enfin démarrer. Le feu vert a été donné par les autorités ivoiriennes jeudi 9 décembre devant un parterre d'artistes et de personnalités de divers secteurs. Le lancement du Massa balise le terrain à l'événement qui doit se tenir du 5 au 12 mars 2022 et qui s'attend à avoir plus de 150 000 visiteurs. Les arts et la culture restent plus que jamais de véritables marqueurs de société. Ils doivent être valorisés avec plus de discernement et surtout d'engagement de la part de nos pouvoirs publics. La Côte d'Ivoire est reconnue comme étant un pays culturellement bien avancé. Le poids des artistes professionnels constitue également un bon levier de développement économique. Tous ceux qui sont déjà venus savent que la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil, est un pays d'hospitalité. Donc c'est avec joie que nous allons accueillir du 5 au 12 mars prochain tous les acteurs culturels du monde entier ici à Abidjan et nous les attendons à bras ouverts. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan a officiellement été créé en 1990 lors de la deuxième conférence des ministres de la culture et de la francophonie tenue en Belgique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.